précisément, lorsqu'il y a des négociations collectives centralisées et coordonnées, cela implique que le pouvoir des travailleurs n'est pas seulement fort vis-à-vis des employeurs, mais aussi vis-à-vis de l'État pour encourager l'État à implémenter des politiques sociales plus bénévolentes. Bonjour, je m'appelle Kevin Pineda Hernandez, je suis économiste et je travaille actuellement pour le WA, le département d'économie appliquée de l'ULB, en tant que chercheur en économie du travail. Mon étude se focalise sur comment les négociations collectives façonnent les inégalités et la pauvreté chez la population en âge de travailler, une étude empirique dans les pays de l'OCDE. Cet article est en collaboration avec François Rix de l'ULB et Mélanie Volral de l'Université de Mons. La négociation collective est une institution du travail qui a deux buts principaux. Le premier est d'établir un terrain de négociation entre les employeurs d'un côté et d'un autre côté les employés via leurs syndicats ou leurs représentants pour discuter sur les salaires, et les conditions du travail et la protection de l'emploi. Le deuxième but est d'assurer que les bénéfices économiques de cette interaction soient répartis de façon équitable parmi tous les acteurs du marché du travail. Pour répondre à cette question, il faut scinder l'histoire en deux périodes. La première période avant l'époque néolibérale, c'est-à-dire les années 80-90 du XXe siècle, et après l'époque néolibérale. Dans la première époque, les négociations collectives jouaient un rôle prépondérant dans l'économie parce que le système de production était centralisé et ils avaient besoin aussi de négociations collectives centralisées et coordonnées pour assurer une productivité élevée. Pendant la même époque, on a vu une diminution des inégalités et une répartition équitable des bénéfices du progrès économique. Dans la deuxième période, avec le début du néolibéralisme, on a vu une fragmentation des négociations collectives, c'est-à-dire que les négociations collectives sont passées d'être centralisées et coordonnées à être décentralisées et pas coordonnées. Dit autrement, les négociations collectives qu'avant avaient lieu au niveau de l'État ou du secteur, maintenant avaient lieu au niveau de l'entreprise, ce qui réduisait le pouvoir de négociation des travailleurs. Pendant cette période, on a constaté une augmentation, une explosion des inégalités et de la pauvreté chez la population en âge de travailler. Finalement, dans la deuxième période, il y a eu une fragmentation supplémentaire des négociations collectives, surtout en Europe, après la crise de 2008 et de 2011. Cette fragmentation impliquait une flexibilisation plus large pour les entreprises concernant les salaires et les conditions de l'emploi, ce qui réduisait les pouvoirs de négociation des employés. Le but de mon étude est d'étudier empiriquement l'impact des négociations collectives sur les inégalités et la pauvreté chez la population en âge de travailler. Dit autrement, quel type de négociations collectives garantissent une réduction des inégalités et de la pauvreté. Il y a une littérature très répandue sur la relation entre négociations collectives et inégalités. Malheureusement, à ma meilleure connaissance, il y a peu d'articles qui analysent empiriquement la relation entre négociations collectives et pauvreté. Et c'est là la contribution principale de mon article. Les résultats de mon étude montrent que des négociations collectives plus centralisées et plus coordonnées garantissent une réduction plus substantielle des inégalités et de la pauvreté chez la population en âge de travailler comparé à des négociations collectives décentralisées et pas coordonnées. Ceci étant dit, il y a un impact différent des négociations collectives sur la pauvreté et les inégalités avant et après taxes et transferts sociaux. Nos résultats indiquent que les négociations collectives centralisées et coordonnées ne réduisent pas seulement les inégalités des salaires, mais aussi les inégalités des revenus et la pauvreté lorsqu'on prend en compte les taxes et les transferts sociaux. Plus précisément, lorsqu'il y a des négociations collectives centralisées et coordonnées, cela implique que le pouvoir des travailleurs n'est pas seulement fort vis-à-vis des employeurs, mais aussi
vis-à-vis de l'État pour encourager l'État à implémenter des politiques sociales plus bénévolentes. À partir du moment où les négociations collectives jouent un rôle sur les dépenses sociales, cela implique que l'État va augmenter les prestations du chômage, les prestations d'incapacité et aussi impliquer des politiques actives de l'emploi plus inclusives et plus vastes vis-à-vis de la population en âge de travailler, ce qui par conséquent réduit les inégalités et la pauvreté dans les pays qui ont des systèmes de négociation collective plus centralisés et plus coordonnés.